Les éditions Siegfried présentent La bataille de Verdun de Philippe Pétain, lu par Philippe Paulet. Chapitre 1. Préliminaires et engagement de la bataille. Le 21 février 1916, un ouragan de fer s'abat sur les défenses de Verdun. Les Allemands attaquent avec une puissance et une violence jusqu'alors inégalées. Les Français relèvent le défi, car Verdun n'est pas seulement la grande forteresse de l'Est destinée à barrer la route à l'invasion, c'est le boulevard moral de la France. La ruée allemande submerge tout d'abord nos positions avancées, mais nous ne tardons pas à nous ressaisir, et seuls nous tiendrons en échec le formidable effort que les Allemands renouvelleront sans interruption pendant 5 mois. La région de Verdun deviendra ainsi le champ clos d'un duel terrible entre les deux principaux adversaires du front occidental. L'évocation de ces événements est fort émouvante pour celui qui porta en grande partie la responsabilité de les diriger. C'est ce dont témoignent, de façon saisissante, les paroles généreusement inspirées que m'adressait le général Pershing lors de sa visite à Douaumont le 21 septembre dernier. L'horreur poignante de la tragédie qui s'est jouée ici vient de m'apparaître à nouveau, et toute l'exaltation de la victoire a disparu devant ma compassion pour les victimes du sacrifice. Leur courage patient, leur volonté inébranlable de poursuivre inlassablement le long et douloureux chemin du martyre qu'ils avaient accepté ont été magnifiés en termes plus appropriés que ceux que je ne pourrai jamais trouver. Mais la douleur de celui qui commandait ces hommes a été trop souvent oubliée de ceux qui commentent ces batailles. J'ai fréquemment eu la sensation, lorsque nous étions ensemble, que je pouvais lire votre pensée et suivre votre esprit passant en revue les jours et les semaines de vos engagements sur ce terrain quand le sort de votre pays était dans la balance. Ceux-là seuls qui savent la sollicitude de votre cœur peuvent mesurer le fardeau des angoisses qu'il a supportées. Aucun de vos soldats n'est tombé sans que leur chef n'en ressente une blessure, et le masque impassible qui cache vos sentiments a couvert une peine constante et sans répit. Comme vieil ami et camarade de combat, ma pensée va vers ceux qui ne sont jamais revenus, et, comme vous, je pense à eux avec une compassion infinie. Ces paroles comptent parmi les plus vraies et les plus belles qui étaient dites à propos de Verdun. La situation générale des belligérants à la fin de 1915. Avant d'exposer les intentions du haut commandement, au début de l'hiver 1915-1916, voyons quelle était la situation générale des forces en présence. Les services historiques français, après des calculs extrêmement consciencieux, affirment qu'à la fin de 1915, les deux parties s'équilibraient sensiblement avec quelques 6 millions d'hommes présents aux armées dans chacune des coalitions. Les hommes disponibles dans les dépôts de l'intérieur étaient surtout nombreux en Allemagne, en Russie et en Angleterre. L'Autriche et la France avaient été lourdement éprouvées par la première année de guerre. L'Italie et la Turquie ne disposaient que d'effectifs à peine suffisants pour alimenter leurs fronts respectifs. La Serbie se trouvait momentanément hors de cause. Toute possibilité de rupture d'équilibre à escompter pour le début de 1916 résidait surtout dans la richesse des dépôts et dans la puissance des matériels de combat. L'avantage appartenait nettement à l'Allemagne, qui comptait à l'intérieur environ 1 500 000 hommes instruits et dont les usines de guerre travaillaient à plein rendement
grâce aux sages mesures de mobilisation qu'elle avait prises dès longtemps. La France, l'Angleterre et la Russie demeuraient hors d'état de compenser cette supériorité. En Russie, il y avait beaucoup à faire pour améliorer l'organisation des troupes et compléter leur armement. En Angleterre, on allait différer jusqu'au 27 janvier 1916 le vote du Military Service Act, qui imposerait le service obligatoire à tous les célibataires, et l'on devrait attendre plusieurs mois pour distribuer les divers matériels que l'industrie avait mis en chantier. La France souffrait de voir ses effectifs appauvris par les 15 mois d'une lutte dont elle supportait la charge la plus lourde sur le front occidental. Elle était insuffisamment outillée par suite des retards et des difficultés de sa mobilisation industrielle. Elle devait, par surcroît, fournir des armes et des munitions à certains de ses alliés et se trouvait pour ces motifs en situation de réelle infériorité vis-à-vis de l'Allemagne. Nous pensions bien que cette dernière chercherait à exploiter au plus tôt ses avantages, mais où nous semblait-il qu'elle produirait son effort ? À l'Est, ce n'était pas indiqué. Sans doute, les Russes offraient-ils une proie tentante depuis leur recul jusqu'au méridien de Riga, mais ils conserveraient toujours pour eux le temps et la distance. On pouvait s'attendre à les voir renouveler le stratagème qui leur avait si bien réussi en 1812 et éviter par la retraite les étreintes décisives pour menacer ensuite les lignes de communication de leurs assaillants. Au sud-est, aucun objectif sérieux ne s'y présentait. La Serbie avait pour quelque temps disparu de la lice, la Roumanie et la Grèce ne manifestaient jusqu'alors aucune hostilité aux empires centraux, et les Franco-Britanniques hésitaient à concentrer leurs moyens aux Dardanelles, à Salonique ou en Égypte. Au sud, l'Allemagne ne voudrait pas s'alourdir d'une nouvelle collaboration avec l'armée austro-hongroise, déjà si lourde à porter et qui suffisait à contenir l'Italie sur un théâtre d'opération considéré comme momentanément secondaire. À l'ouest, oui, c'est là que les Allemands devraient frapper. Ainsi, ils empêcheraient la France de se relever de ces terribles pertes du début et décourageraient l'Angleterre de se lancer à corps perdu dans la guerre. Le haut commandement adverse chercherait à nous abattre par de violentes offensives sur notre front. Il atteindrait l'Empire britannique et nous-mêmes par le développement à outrance de la guerre sous-marine. Il aurait, à cette double fin, deux objectifs relativement proches. Paris, au cœur de la France, les bases navales du Pas-de-Calais à la soudure franco-anglaise. Les grands alliés de l'Ouest s'attendaient à être attaqués en 1916, mais leur attention se portait plus particulièrement sur les routes des Flandres ou de la région parisienne. C'est donc à proximité de ces routes qu'ils inclinaient à maintenir le centre de gravité de leurs forces. La situation détaillée sur le front occidental, le plan de la France et de ses alliés au début de l'hiver 1915-1916. Notre coalition entendait ne pas se mettre à la remorque des événements. Prévoyant qu'elle serait assaillie, elle tenait à prendre les devants. Le pourrait-elle ? C'était douteux, d'après ce qu'on vient de voir. Au surplus, si l'on procède à un examen détaillé de ce qu'était alors la situation sur le front occidental, on trouve remarquable que le général Joffre ait conservé l'espoir d'imposer sa volonté à l'adversaire. De la mer du Nord à la frontière suisse, le front se décomposait en effet en deux secteurs nettement différents. Il importe d'en montrer la physionomie car la bataille de Verdun resterait incompréhensible pour qui ne se rendrait pas compte des charges incombant à l'armée française au début de 1916. Entre Nieuport et les abords ouest de Péronne, sur la Somme, le secteur anglo-belge, d'un développement d'environ 180 km, comptait 39 divisions britanniques et 6 divisions belges. À ces 45 divisions, échelonnées en profondeur,
Les Allemands n'opposaient qu'un dispositif linéaire de 30 divisions, qui pouvait éventuellement être étayé par 2 divisions en réserve rapprochée. Pourtant, nos alliés considéraient que leur supériorité numérique n'était pas une garantie de sécurité suffisante. Ils ne se sentaient pas encore assez organisés, outillés et instruits pour résister avec certitude à des assauts qui rappelleraient ceux d'Ypres ou de l'Isère. Aussi devions-nous étayer fortement ce secteur et y maintenir des unités françaises relativement nombreuses. 4 divisions, dont 2 en ligne, en zone belge, et 14 divisions, dont 9 en ligne, en zone britannique. Entre la Somme et la Suisse se tenait le gros de l'armée française, soit 87 divisions. Quelle était sa mission ? Assurer l'inviolabilité de cet immense secteur français s'étendant sur plus de 500 kilomètres. Se tenir prête à renforcer le secteur anglo-belge, le cas échéant. Exploiter toute occasion favorable de libérer une partie des territoires envahis de France et de Belgique. Tâche multiple et complexe qui exigeait le maintien en réserve générale d'un grand nombre d'unités immédiatement prêtes à s'embarquer en camion ou sur voie ferrée. En effet, par suite de la forme du front, nos transports par ligne extérieure et enveloppante devaient toujours être plus longs que ceux des Allemands qui s'effectuaient par ligne intérieure. Et il fallait remédier à cet inconvénient par la rapidité des opérations préparatoires. Pour ces motifs, notre grand quartier général conservait disponibles derrière le secteur français 29 divisions à la fin de 1915 et il ne pouvait en affecter que 58 à la garde des lignes de la Somme à la Suisse. Les Allemands allaient atteindre en face de ce secteur un nombre équivalent de divisions, soit 87, dont 7 à 8 en mouvement du front oriental vers le front occidental. Mais à cause des grandes facilités de leur rocade, ils n'éprouvaient pas, comme nous, la nécessité de conserver beaucoup d'unités en réserve générale. Ils limitaient le chiffre de celles-ci à 17 environ et entretenaient 70 divisions en ligne devant les 58 françaises. Nous avions ainsi constamment le dessous dans les actions locales que l'ennemi ne cessait d'entreprendre contre nous. Rappelons enfin que l'artillerie allemande disposait sur la nôtre d'une supériorité que l'on peut taxer d'écrasante, avec ses innombrables pièces lourdes et très lourdes à tir rapide, abondamment pourvues de projectiles explosifs et d'obus toxiques aux effets redoutables. Notre artillerie lourde ne comprenait que quelques batteries Rimailho et les vieux canons de Bange retirés des places fortes avec un approvisionnement en munitions insuffisant. Les pièces modernes de Saint-Chamond et du Creusot commençaient à peine à sortir, et nos usines chimiques, tardivement lancées, ne nous permettaient pas de lutter à moyens égaux au point de vue de l'emploi des gaz. Le général Joffre n'en avait pas moins établi, pour l'année 1916, un plan d'opération dans lequel les projets offensifs tenaient la plus grande place. Le 6 décembre 1915, il en faisait donner lecture par son major général, le général Pellet, au chef militaire de la coalition réunie à Chantilly. Le maréchal French, les généraux Robertson et Murray pour l'Angleterre, le général Willemans pour la Belgique, le général Porot pour l'Italie, le général Zilinski pour la Russie, le colonel Stefanovic pour la Serbie. Les dispositions essentielles en étaient les suivantes. Premièrement, au point de vue défensif, chacune des armées se mettrait en mesure d'enrayer les attaques ennemies et d'apporter tout le concours possible à celles d'entre elles qui viendraient à être effectivement assaillies. Deuxièmement, au point de vue offensif, les Alliés, et surtout ceux d'entre eux disposant d'importantes ressources en hommes, poursuivraient intensivement l'usure de l'ennemi par les actions locales et partielles. Puis, ensemble, ils se prépareraient à développer avec toutes leurs ressources, et le plus tôt possible, de grandes actions convergentes et simultanées visant la décision. Troisièmement, sur les fronts secondaires, on évacuerait Gallipoli,
on défendrait l'Égypte avec un minimum d'unité et on organiserait le front interallié de Salonique. Après quelques discussions, soulevées principalement par les représentants de l'Angleterre qui préféreraient voir affecter de plus puissants moyens à l'Égypte et qui répugnaient à s'engager au nord de Salonique, ces propositions étaient adoptées. On évacuait les Dardanelles du 20 décembre 1915 au 9 janvier 1916. On se mettait en mesure d'assurer au général Sarrail, à Salonique, la constitution d'un corps expéditionnaire de 4 divisions françaises, 5 divisions britanniques et 6 divisions serbes réorganisées. Le général Douglas Haig, qui remplaçait le maréchal French à la tête des armées britanniques en France depuis le 19 décembre 1915, entrait en relation étroite avec le général Joffre en vue de la préparation d'une grande offensive franco-britannique dans la région de la Somme. Le général Foch, commandant le groupe de nos armées du Nord, recevait la mission de régler le programme de la participation française à cette offensive et, avec la deuxième armée, je restais à sa disposition. En janvier et en février 1916, malgré les indices recueillis sur la probabilité d'une attaque allemande, les chefs militaires de la coalition s'appliquaient à rendre réalisables, quand même, les décisions de Chantilly. Le Conseil supérieur français de la défense nationale, réuni à Paris le 8 février, prenait acte des accords intervenus entre ses chefs. Ceux-ci entendaient laisser d'abord la Russie et l'Angleterre achever respectivement la reconstitution et l'aménagement de leurs forces. Ils envisageaient donc que les opérations combinées des armées alliées commenceraient seulement au début de l'été. Si, avant ce moment, l'ennemi venait à assaillir l'un des alliés, les autres devraient attaquer les forces adverses présentes devant eux pour les retenir, les user et apporter ainsi leur contribution à la bataille. Les indices d'une attaque visant Verdun et le maintien du plan français. À la fin de décembre 1915 et au début de janvier 1916, nos services de renseignement enregistraient des bruits nombreux, le plus souvent vagues et contradictoires, sur la possibilité d'une offensive allemande vers le front occidental. Ils en concluaient que les points menacés étaient d'une part le nord du secteur franco-anglo-belge, d'autre part le centre et la droite du secteur français, c'est-à-dire la Champagne, Verdun, la Lorraine ou Belfort. Autant dire que les indices se neutralisaient puisqu'ils se rapportaient à l'ensemble de nos positions. Vers la fin de janvier, nous remarquions d'assez importants mouvements de troupes vers Montmédy, Longuillon, Audun-le-Roman et une grande activité sur les voies ferrées de la Meuse. Notre attention se trouvait ainsi particulièrement attirée sur Verdun, qui formait en avant de notre front un saillant accentué, donc une partie faible, et qui pouvait devenir l'objectif d'une attaque locale de l'ennemi. Ces indications se précisaient bientôt, et de nombreuses lettres saisies sur des prisonniers parlaient de l'entrée en action prochaine du Kronprinz, d'une revue que l'empereur viendrait passer à la fin de février sur la place d'armes de Verdun, de la paix qui s'ensuivrait. Le général R, commandant la région fortifiée de Verdun, signalait et confirmait ces bruits. Appuyé par le général de Langle de Cary, commandant le groupe des armées du centre, il demandait avec insistance le renforcement de ses moyens, à la fois pour tenir ses premières lignes et améliorer l'organisation de ses positions de défense. Verdun, en effet, dont on connaît le rôle très important au cours de nos luttes séculaires avec l'Allemagne, avait servi en 1914 de pivot à la manœuvre victorieuse de la Marne. Depuis lors, le camp retranché n'avait été l'objet d'aucune entreprise de la part de l'adversaire. L'activité militaire y paraissait moins grande en 1915 qu'à l'époque de la paix. La Meuse et ses molles prairies, souvent inondées l'hiver, formaient le fond de la cuvette centrale qu'entouraient les hauteurs de la Chaume, de Saint-Michel, de Souville et de Ballerupt. Plus loin,
Les forts de Mar et de Vachereauville sur la rive gauche, de Douaumont, de Vaux et de Tavannes sur la rive droite, se dressaient silencieux et comme abandonnés. Celui de Douaumont les dominait tous de sa masse énorme, mais il ne semblait pas qu'on eût fait le nécessaire pour en assurer la sauvegarde, bien qu'il fût la pierre angulaire du système. Entre les forts et au-delà, ce n'était que délabrement. Des tranchées innombrables et en grande partie écroulées, des fils de fer déchiquetés couvrant de leur inextricable réseau les bois dépenaillés des côtes de Meuse et les plaines boueuses de Veuvre. Des chemins et des routes transformées en fondrières, des matériels épars dont les bois pourrissaient et dont les métaux se rouillaient sous les pluies. La bataille en ces lieux se traînait, languissante. On n'y entendait que de rares éclatements de grenades. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.